je vais regrouper mon intervention avec la DU 224 et donner des positions de vote aussi, comme M. Contasso, sur la DU 250 et la DU 268, puisque la position est la même de voter contre. Concernant la DU 73, vous savez, nous regrettons la vente du patrimoine de la ville. Le projet Grenier-Saint-Lazare est intéressant malgré tout pour la logistique urbaine dont le centre de Paris a besoin pour sa logistique du dernier kilomètre. Mais pourquoi encore une fois verrons-nous notre patrimoine de la ville, vendons-nous le patrimoine de la ville? C'est assez désespérant. Nous faisons des baux amphithéotiques avec des bailleurs sociaux, pourquoi ne ferions-nous pas des baux amphithéotiques donc avec d'autres partenaires de la ville? Concernant donc la DU 224, sur l'atelier des Beaux-Arts, le projet Fab Lab est bof, enfin oui, car il génère un déménagement des pratiques amateurs du centre de Paris pour créer un Fab Lab numérique et surtout un restaurant et une galerie d'art comme si on n'en avait pas assez. Voilà, on mélange tout, c'est une bouillabaisse un peu bizarre. C'est un projet en plus artistique et assez flou. Alors peut-être j'aurai des précisions tout à l'heure par M. Missika. Il génère de la suppression de logements, il contient des mesures environnementales séduisantes mais pas suffisantes pour convaincre. En fait, dans le centre de Paris, on a besoin d'espaces de création ouverts, accessibles. Rien ne nous garantit que ce sera le cas. Au lieu d'une politique qui freinerait l'évolution du quartier, on l'accompagne. Vous assurez que les ateliers du Beaux-Arts sont désormais heureux de déménager à Chapelle Internationale, malgré les pétitions du début. Mais pourquoi la ville se donne-t-elle de ses responsabilités au lieu d'adapter le lieu aux pratiques numériques aussi? Voilà. Nous voterons donc ces deux projets. Nous voterons aussi contre les deux sessions, celle de Potin des Peupliers, la DU 250, et celle de Porte de Saint-Ouen, la DU 268. Pour revenir sur ce débat donc, qui est assez récurrent, mais il y a quand même une avancée donc, durant cette mandature, notamment de la part de M. Missika, et on l'a vu sur la question de l'OFS, c'est-à-dire sur le fait que la ville, en tant qu'acteur politique, peut avoir un effet sur l'évolution du prix du mètre carré. Et que ces politiques de cession sont une erreur, qu'en fait, on aurait pu avoir une autre interprétation des choses. Nous sommes bien contents d'avoir des pavillons dont nous revenons les concessions de manière régulière. Et en fait, beaucoup de projets de réinventer Paris auraient pu être donc les pavillons du XXIe siècle. C'est-à-dire, ce sont de très beaux projets architecturaux. Nous aurons pu garder, comme nous avons gardé la propriété de pas mal de pavillons que possède Paris, nous aurons pu garder la propriété de ces biens de façon à pouvoir dire, voilà, ces nouveaux pavillons, ces nouveaux lieux emblématiques de l'architecture. Je sais que M. Missika est très sensible sur le côté architectural de ces projets, mais pourquoi à tout prix céder? Pourquoi à tout prix donc passer dans ce modèle de la cession? Pourquoi donc avons-nous vendu Morland et pourquoi nous n'avons pas dû garder la propriété de Morland? Alors je sais, ce sont des projets complexes qui mélangent énormément de fonctionnalités, énormément d'acteurs, et que donc c'est plus facile de faire de la cession, mais on aurait pu quand même imaginer, et je sais que M. Missika donc, est quelqu'un qui réfléchit et évolue beaucoup, pourquoi donc ne pas évoluer sur cet aspect-là? Parce que de fait, les cessions, on les fait vraiment à des montants très faibles. C'est souvent donc entre 1000 et 2000, au maximum 3000 euros le mètre carré. Voilà, donc c'est sûr que ça nous fait des recettes d'investissement à court terme, mais si on a une vision de long terme, comme l'a M. Messika, pourquoi ne pas revoir sa stratégie et voir le Paris du XXIe siècle, dans même le Paris du XXIe siècle, de savoir qu'est-ce que seront ces lieux devenus plus tard. Donc voilà, et pourquoi ne gardons-nous pas la propriété? Donc c'est pour ça que nous continuons à persister, à défendre la propriété de la ville, et peut-être que là-dessus nous arrivons à convaincre M. Missika. Alors, pas pour la prochaine mandature, comme il a dit tout à l'heure, donc il fait ses dernières interventions, mais au moins d'un point de vue intellectuel, donc dans sa prochaine note pour Terra Nova, peut-être qu'il pourra dire que finalement ce n'était pas la meilleure solution de vendre et qu'on aurait mieux fait peut-être de garder certains patrimoines. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, Monsieur Missika, vous qui êtes sensible, qui réfléchissez beaucoup, voyez-vous un moyen intellectuel de vous rapprocher de la position de Monsieur Glaise? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une évolution, et vous l'avez noté nécessairement, entre Réinventer Paris 1 et Réinventer Paris 2. Dans Réinventer Paris 2, nous avons demandé à tous les candidats de faire une offre en cession et une offre en bail, la plupart du temps d'ailleurs bail à construction. Et nous avons demandé au jury, nous avons permis au jury de se prononcer sur le choix entre cession et bail, puisque vous avez participé à plusieurs jurys, vous vous en souvenez. Et je voudrais rappeler, parce que ce point me semble important, qu'à chaque fois que la question se posait, eh bien, ces décisions ont presque toujours été prises à l'unanimité. Et le critère de choix de la part des jurys a été relativement simple. Tous les immeubles et espaces à forte valeur patrimoniale
ont donné lieu à des baux, comme l'hôtel de Fourcy, comme les ateliers des Beaux-Arts, comme les Invalides, comme le centre de répartition Lumière, et tous les espaces publics ont donné aussi évidemment lieu, d'ailleurs, à des occupations temporaires et non pas à des baux, comme l'espace sous la ligne de métro numéro 6. Je pense simplement que certains terrains sont appropriés pour la vente, et vous avez souligné, vous avez raison, que lorsque l'on vend un parking souterrain à la Sogaris, on ne vend pas vraiment à un opérateur privé, on vend à une société dans laquelle la ville de Paris a le contrôle. Et donc, il me semble que ça n'est pas exactement la même chose. En ce qui concerne le cas de la Marseillaise, il s'agit d'un terrain nu pour créer une cité universelle dédiée au handicap et au handisport. Et il me semble tout à fait acceptable que dans ce cas-là, il y ait une vente. Je voudrais redire ce que j'ai dit tout à l'heure à l'occasion du débat sur le Conseil du patrimoine. Il y a dans Réinventer Paris 2 davantage de baux et d'occupation temporaire que de cessions. Preuve que cette politique au cas par cas a été une politique que nous avons appliquée, je dirais, avec transparence et loyalement. La cession est loin d'être systématique. Je pense simplement qu'elle n'est pas taboue. Je rappelle que nous achetons chaque année beaucoup plus de foncier que nous en vendons, notamment pour créer des opérations de logement social. Et parler des cessions sans regarder cette balance globale n'a pas de sens. Je pense vraiment que la ville doit avoir une gestion intelligente de son patrimoine immobilier. Et d'ailleurs, je remarque que lorsque nous faisons des zones d'aménagement concerté, eh bien, cela ne choque personne que nous vendions des terrains en ZAC, alors qu'il s'agit du même cas de figure que beaucoup de terrains que nous vendons dans Réinventer Paris. Notre exigence est la même partout, choisir les projets sur leur qualité urbaine et environnementale, et non seulement financière. C'est ce qui permet à des projets exceptionnels de voir le jour aux quatre coins de Paris, et nous ne souhaitons pas arrêter cela. Je voudrais rappeler également qu'au total, je l'ai déjà dit à propos du Conseil du patrimoine, au total, le patrimoine de la ville augmente, il ne diminue pas. Et le fait de céder des actifs non stratégiques pour pouvoir faire du logement social, pour pouvoir faire des équipements publics, pour pouvoir faire des équipements de proximité, me paraît être une politique intelligente de gestion des actifs. Donc pour moi, le sujet ne doit pas être, comment dire, idéologique, il ne doit pas être dogmatique. Des fois, ça a du sens de vendre, des fois, ça n'a pas de sens de vendre et il faut conserver. Et j'ajoute qu'en ce qui concerne l'OFS, vous savez que je suis très favorable à cette démarche de l'OFS, mais l'OFS doit être consacré à 100% au logement. Enfin, il est hors de question de faire de l'OFS et de la dissociation entre foncier et bâti pour des bâtiments de type hôtellerie ou commerce ou bureau. Et donc l'OFS, nous devons, compte tenu des moyens limités dont dispose la ville, nous devons le consacrer à 100% au logement. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne s'adapte pas vraiment à un certain nombre des projets sur lesquels nous délibérons aujourd'hui dans le cadre de Réinventer Paris. Je vous remercie. Je mets donc aux voix le